Le jour se lève sur Bobo Dioulasso. Le soleil projette à peine ses premiers rayons sur la capitale économique du Burkina Faso. Il est 6h30 et déjà dans les rues, des hommes et des femmes sont en partance pour leur lieu de travail à la recherche de leur pitance quotidienne. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit-on. Et cette dame que nous surnommons Liliane est connue pour être très matinale. Grande fut sa joie lorsqu'elle a décroché un emploi. Enthousiaste, elle exerce son travail avec passion, amour et professionnalisme. Convaincue, comme le dit Voltaire, que le travail éloigne de nous 3 grands mots: la nuit, le vice et le besoin. Mais ce qui devait être une source d'épanouissement pour elle s'est très vite transformé en cauchemar. J'ai commencé à me sentir fatiguée et la fatigue était émotionnelle et physique. J'étais tout le temps fatiguée et j'étais dans une situation d'irritabilité. J'avais des sauts d'humeur et j'avais parfois des troubles de sommeil. Quand le lundi arrivait, tout m'énervait. De mardi jusqu'à dimanche, je vais dire. Mais quand le lundi arrive, il y a cette pression-là qui est là. Il y a un mélange, il y a plusieurs mélanges d'émotions. Il y a l'irritabilité. Il y a aussi des questionnements. Tu te poses la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer ce que tu fais? Ça m'arrivait de me réveiller un samedi matin avec sursaut, en croyant que c'était un lundi. Tellement le stress était énorme à un moment donné. Et après, je me rends compte que maintenant, c'est samedi. Et tu te recouches. Pour vous montrer jusqu'à quel point. Et il fut un moment aussi, quand mon téléphone sonnait, je me disais, mais c'est qui m'appelait? Fatigue chronique, saut d'humeur, stress, insomnie, des signes apparents du burn-out. Liliane souffre du syndrome d'épuisement professionnel, ce mal-être physique, mental et émotionnel lié au travail. J'étais dans un environnement qui ne s'accrochait pas avec mes valeurs aussi bien morales, personnelles que spirituelles. Et il y avait trop de pression. La pression, ce n'était pas dû au fait qu'il y avait beaucoup de travail, non. Mais je pense que la pression, c'était lié à un problème managérial. Voilà. Et quand tu fais face parfois à un toxic manager, c'est compliqué. Un manager qui veut pouvoir te joindre à tout moment, en dehors des heures de travail, les week-ends, en fait, il n'y a pas d'heure pour t'appeler, pour te parler de travail, et il n'y a pas cette reconnaissance après. Donc ça fait que je me posais beaucoup de questions. Mais tu fais tout ça, mais il n'y a pas de reconnaissance, c'est que des phrases qui ne sont pas gentilles. Moi, je me dis ça, il n'y a pas de bienveillance dans les prises de parole. Le terme burn-out même, c'est un anglicisme qui désigne brûler, craquer de l'intérieur. Et c'est un vocable qui a été emprunté à l'aéronautique, qui désignait par exemple le fait qu'une fusée en plein vol se vide, n'a plus de carburant et donc le moteur explose. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là qu'est né le burn-out, qui veut dire en français épuisement professionnel. Et pour mieux définir le burn-out, il faut parler des risques psychosociaux. C'est un ensemble de risques que court le travailleur liés aux conditions de travail qui vont interagir sur son état mental et donc avoir des répercussions sur la santé physique comme mentale de l'employeur. Et je suis plus à l'aise avec une définition de la CIM, qui est la classification internationale des maladies, qui définit le burn-out comme un ensemble de signes et de symptômes qui résultent du stress chronique qui n'a pas été bien géré. La journée commence ainsi pour Joseph Toé. Chauffeur de profession, il y tire l'essentiel de ses revenus. Mais pour lui, la rémunération et la reconnaissance ne sont pas à la hauteur du travail abattu. Il n'est pas content, mais dit n'avoir pas d'autre choix. Cette vie professionnelle, faite de frustration, d'angoisse et de pression, le fait déprimer. Le métier que j'exerce, j'ai constaté que c'est pas trop valorisé en termes
plan salarial. Parce que le chauffeur en tant que tel est au bas de l'échelle. Le chauffeur est toujours dans une catégorie où on trouve que bon, c'est comme ça. Mais sincèrement, ça amène à réfléchir. Ça te désole, mais comme on n'a pas autre chose, il faut te contenter de ça. Souvent, tu subis des pressions aussi de la part de tes patrons qui ne reconnaissent pas le boulot que tu abats. Et moi, je pense que normalement, un chauffeur devait être un agent de maîtrise. Parce que quand tu vois tous ceux qui sont dans ton véhicule, tu as leur vie dans ta main. Donc souvent, ça t'amène à être un peu dépressé. Tu es obligé souvent de, après le boulot, de t'isoler un peu pour essayer de te requinquer le moral. Ça m'arrive souvent de ne vraiment pas vouloir être dans ces métiers-là. Souvent même, tu n'as pas envie d'aller au service. Souvent, quand tu arrives, tu te demandes comment est-ce que cette journée va se terminer. Si vous remarquez, chez les Blancs, souvent d'autres se suicident à cause des pressions subies au service. Mais ici, bon, nous, on essaie de faire avec. Savez-vous ce que c'est que le burn-out? Le burn-out, bon, je pense que c'est la fatigue du cerveau. Voilà, quand quelqu'un est fatigué, pas physique, mais on parle de cerveau même. Souvent, le cerveau est fatigué. Souvent, au studio, ça arrive qu'on peut travailler un morceau. Arrivé à un certain moment, il faut sortir carrément parce que le cerveau ne répond plus. Le burn-out, non. Franchement, je ne connais pas. C'est la toute première fois que j'entends cette phrase-là. Au Burkina Faso, le burn-out est peu connu ou du moins l'on en parle peu. Et pourtant, de l'avis des spécialistes, nombre de travailleurs en souffrent, la plupart du temps inconsciemment ou dans le silence. Je me suis dit que je ne suis pas malade. Au fond de moi, je sens que je ne suis pas malade. Et les maux aussi dont je souffre, je sais que moi-même, je peux arriver à surmonter. Donc, je fais avec. Le burn-out existe, mais c'est un sujet tabou. Tabou parce que quand on parle de burn-out, on a tendance à dire, pour prêter l'expression populaire, ce sont des choses de blanc. Parce qu'on se dit ici que nous sommes assez raisonnables. C'est plutôt perçu comme quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui a perdu ses moyens ou qui souffre de troubles psychologiques quelconques. Voilà. Voilà pourquoi ce n'est pas très connu. La plupart des personnes qui sont victimes du burn-out n'ont pas conscience de ça, mais ils ont une surestimation de la valeur du travail, au détriment de la valeur sociale aussi, de la vie sociale. Et les premières victimes de cette situation, c'est généralement la famille qui constate un changement de comportement. Ça peut être subtil, tout comme ça peut être assez alarmant, mais la personne elle-même n'a pas conscience de cela. J'ai rencontré des personnes qui ont fait le burn-out. Voilà. C'est des personnes qui me sont proches. Et je pourrais même dire qu'il y a un parmi eux, la personne a commencé justement par un changement d'humeur. Voilà, la personne est vraiment sur le bout des nerfs. Les réactions sont excessives. Pourtant, la personne est de nature assez posée. Voilà, et du jour au lendemain, ou du moins c'est allé crescendo, la personne a fini par s'en prendre justement à son supérieur. C'est à la suite justement de ces réactions-là justement qu'il a fallu demander un repos forcé. Après, bien sûr, les mesures disciplinaires qui ont accompagné son attitude. Et c'est là qu'on en est arrivé à cette conclusion-là, que la personne souffrait d'un burn-out. Et ce n'est pas la seule personne d'ailleurs. Il y a un monsieur qui a suivi une délégation pour aller saluer une de leurs collègues qui a accouché. Il est arrivé dans la famille de la dame. Et en saluant la dame, a demandé à la nouvelle maman d'aller lui acheter des friandises dans la boutique. Et lui a tendu un billet pour cela. Les autres collègues n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé. C'est une situation qui peut choquer. Les signes du burn-out, ce n'est pas des signes spécifiques, particuliers, devant lesquels tu te dis « Ah, je suis en burn-out ». Par exemple, il y a
quelqu'un qui est fatigué tout le temps, ça peut être un signe de burn-out, mais la personne ne va pas s'en rendre compte, c'est de façon insidieuse. Et par exemple, quelqu'un qui commence à s'isoler, il n'a plus tellement d'intérêt à socialiser. Donc c'est pas des signes francs, c'est quelques éléments qui regroupés avec le contexte de travail et qui génère de stress peut permettre le diagnostic, mais ça peut passer inaperçu. Et les gens viennent surtout à l'étape de complications avec la dépression, des tentatives de suicide, et voilà. Les gens ont peur pour leur boulot, donc ils gèrent au maximum. Certains, parfois, ils prennent des repos, des courts repos pour essayer de se remettre, des vacances. Ça diminue, mais quand ils reviennent au boulot, la situation réapparaît. Mais bon, c'est justement les addictions qu'on voit. Mais bon, on ne peut pas vraiment appréhender les conséquences du phénomène là, puisque le phénomène même est ignoré et est sous-diagnostiqué. Voilà, on ne sait pas courant que les gens aillent voir le médecin ou bien le psychiatre parce que mon travail me fait ci, me fait ça. Ils partent le voir parce que je suis fatiguée. Mais la relation avec le travail là est plus difficile à établir. Le burn-out est donc une réalité au Burkina Faso. Tous les travailleurs, du public comme du privé, hommes comme femmes, sont susceptibles d'être touchés. Les spécialistes de la question citent plusieurs facteurs favorisant sa survenue. L'un des facteurs, c'est par exemple la charge de travail. La charge de travail est excessive. Le travailleur ne s'en sort pas avec le temps imparti pour réaliser la charge de travail. C'est pratiquement pas possible. Donc, ça génère du stress. En dehors de ça, il y a aussi la charge émotionnelle. Il y a des professions, par exemple, où il y a une forte demande émotionnelle. Par exemple, les agents de santé qui sont confrontés à la mort, à la détresse, ou bien les travailleurs sociaux, l'action sociale qui gère tout le temps des situations difficiles, ou encore ceux qui accueillent les clients. Ils subissent des agressions verbales, physiques. Il y a l'aspect émotionnel du travail qui est mis en jeu. Donc, il y a aussi, en dehors de ça, les conflits de valeurs. Par exemple, le travailleur a ses valeurs internes qui peuvent être contradictoires avec les valeurs de l'entreprise. Il y a aussi, disons, le manque de justice dans les reconnaissances. Et quand je parle de reconnaissance, je parle non seulement salaire, mais aussi même la reconnaissance verbale, les promotions et autres. Et il y a l'insécurité du travail. Par exemple, dans ce contexte, par exemple, d'insécurité, il y a des entreprises qui ferment de plus en plus. Donc, en allant au travail, tu ne sais pas jusqu'à quand l'entreprise survivra et donc ton travail continuera. Les études ont montré que les femmes sont plus sujettes au burn-out que les hommes, simplement parce que même sur le plan physiologique, hormonal, les femmes sont plus émotives. Il y a aussi la charge de travail. Une femme, elle va au service, elle travaille, et à la maison, il y a la double journée de travail. Du coup, le temps de récupération n'est pas suffisant et tu n'arrives pas à la longue à t'en sortir. Voilà. Il y a aussi certains traits de personnalité, ceux qui sont surtout obsessionnels, donc qui mettent la barre très haute et qui dépensent au départ beaucoup d'énergie avec une barre très haute. Et à la longue, ça risque de ne pas suivre, d'où la survenue de stress. On a également les relations interpersonnelles dans le travail. Lorsque vous êtes dans une atmosphère de travail qui est polluée par des propos négatifs et discourtois, par exemple, ou lorsque vous avez une hiérarchie trop autoritaire, lorsqu'il y a un manque de communication entre les travailleurs et leur hiérarchie, ou même parmi les travailleurs, cela donc peut favoriser la survenue de burn-out. On a des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, qui ont un manque de confiance en elles et qui ont un caractère un peu anxieux. Ces personnes-là sont des sujets donc à risque de burn-out. Il y a également le jeune âge, ou lorsque le niveau de qualification, lorsque vous avez un niveau de qualification élevé,
et que vous occupez certains postes où vous avez de lourdes responsabilités, cela donc peut favoriser la survenue de burn-out. Pour le moment, il n'y a pas de statistiques officielles sur cette pathologie psychosociale, seulement quelques études à des échelles réduites. J'ai lu une thèse de doctorat en médecine à Bobo-Dioulasso au CHU. La prévalence était de 48%. Et dans le cadre de mon mémoire de fin de formation en santé au travail, j'ai aussi réalisé un article au CHU à Waïguia. La prévalence était de 48,32%. Des résultats qui donnent une idée sur l'ampleur du phénomène, mais il y a encore du chemin à faire car le burn-out n'est pas encore considéré comme une maladie professionnelle au Burkina Faso. Dans la législation du travail, il y a plein de textes de loi qui donnent une liste des maladies professionnelles. Mais sous réserve que d'autres spécialistes ajoutent leur pierre à la chose, au débat, je n'ai pas vu mentionner expressément le burn-out. Et ça m'a poussé à chercher plus loin. Au niveau international, le Burkina a souscrit à une multitude de textes internationaux qui quand même encadrent le milieu du travail. Et c'est dans ce sens également que la Convention 104 de l'OIT traite de cela, mais ne mentionne pas expressément le burn-out. Voilà. Au Burkina, ici, pour revenir à l'échelle nationale, les textes de loi en matière de santé du travail est disparate. Il y a des textes de loi qui définissent les maladies professionnelles, leur prise en charge, en fonction qu'on soit salarié ou fonctionnaire. Il y a également les textes de loi qui traitent de certains types de métiers dont l'exposition génère beaucoup de maladies et autres. Mais le burn-out de façon spécifique, les conditions qu'on puisse qualifier un burn-out relevant du milieu professionnel, je n'en ai pas croisé. C'est plutôt la question du harcèlement sous toutes ses formes, les violences sous toutes ses formes, mais je n'ai pas vu qu'un burn-out résultant de ces choses-là peut être qualifié de maladie professionnelle. Au moins, si c'est reconnu en maladie professionnelle, déjà, côté prévention, l'employeur mettra plus d'énergie à prévenir cela. Mais c'est un long processus. C'est un long processus. Il faut déjà que les travailleurs acceptent de venir plus, exposer les situations, que nous puissions rapporter, relayer ces situations. Et c'est au fur et à mesure. Mais quand tu veux même faire l'interrogatoire, par rapport aux situations de travail, est-ce que tu trouves que le travail est excessif? Est-ce que tu trouves que tu es victime d'injustice? Les travailleurs ne veulent pas le dire, surtout dans le privé, parce qu'ils ont peur des répercussions. Ils ont peur de perdre leur boulot, surtout que pour la plupart, c'est des CDD. En l'absence d'une législation favorable à une prise en charge adéquate, chacun y va de sa thérapie. Liliane et Joseph Toé ont opté pour une autothérapie. C'est une maladie professionnelle sur d'autres cieux, mais ici, on ne le connaît même pas. Donc, tu ne peux pas aller dire à quelqu'un que tu as le burn-out. Moi, je me suis retirée du milieu dans lequel j'étais, le milieu qui avait occasionné en fait ce burn-out. J'ai pris des vacances, comme je me dis. 2 semaines m'ont vraiment suffi de prendre soin de moi et de faire des exercices pour retrouver ma force que j'étais en train de perdre. Et en 2 semaines, j'étais guérie. Les exercices, c'était des méditations, mais personnellement, j'ai plus médité la parole de Dieu. D'autres vont vous faire d'autres méditations, mais moi, j'ai plus médité la parole de Dieu pour retrouver ma force. Parce que dans la parole de Dieu, tout y est. L'estime que j'étais parfois en train de perdre, je l'ai retrouvée en méditant la parole. Parce que la parole me dit que je suis une créature merveilleuse. Donc, j'ai beaucoup médité la parole de Dieu. Et j'ai fait des exercices de miroir. Et je me regarde devant la glace et je me parle. J'appelle mon prénom et je dis, tu sais, tu es ci, tu es ça.
t'es pas ce que les gens disent. Donc, j'ai fait l'exercice du miroir. Tous les jours. Pendant les 2 semaines, j'ai fait ça tous les jours. Et j'ai fait ce que j'aimais faire. J'ai fait des sorties, j'ai fait des petits déplacements et je me suis retrouvée dans des milieux où j'étais bien avec les personnes avec qui j'étais et ça m'a beaucoup aidé, c'est très important. Donc je n'ai pas commis cette erreur de m'isoler. Parce que dans l'isolement, tu t'assombris. Et plus tu t'assombris, plus ça te conduit au suicide. Quand moi je descends généralement du service, je rejoins mes amis, et je cherche un coin où on ne parle même pas de service. Et on essaie de causer de la société, de la vie, de ce qui se passe autour de nous. Bon, généralement, ce qui domine à Québec, c'est la politique du pays. Donc, on essaie d'échanger beaucoup sur ça. Là, après, bon, tu rentres à la maison, tu te relaxes. Il n'y a pas de solution miracle, nous disent les praticiens. La prévention repose essentiellement sur une bonne gestion du stress au travail. L'employeur, tout comme l'employé, sont alors interpellés. Il va s'agir essentiellement, donc, comme je l'ai dit, de fixer des objectifs clairs, des objectifs réalistes aux travailleurs. Ce qu'il va faire également, c'est de renforcer la formation continue de son personnel et également de favoriser la communication, voilà, de favoriser la communication avec la hiérarchie et parmi donc les travailleurs et également organiser des activités parfois récréatives, des activités sportives au sein de l'entreprise. Ça permet donc de renforcer les liens entre les travailleurs et surtout de lutter contre le stress au travail. Il faut également encourager ces travailleurs, il faut les féliciter. On peut organiser des journées de reconnaissance, donner donc des certificats de reconnaissance et de félicitations à ses employés. Donc toutes ces mesures-là permettent en fait de motiver le personnel. Voilà. Et lorsque le personnel est motivé, il est beaucoup plus productif. Il n'y a pas de médicaments comme ça pour gérer le stress, pour prévenir le stress, je veux dire. Donc c'est déjà l'organisation du temps. Être mieux organisé, tenir par exemple un agenda de ce que tu dois faire le lendemain, ça t'aide à mieux gérer son temps. Et aussi, c'est le recours à d'autres personnes quand tu sens que tu n'arrives pas à gérer ton stress. Ça peut être au niveau familial, ça peut être le médecin du travail, ça peut être des psychologues, même si je sais que dans notre société, les gens n'aiment pas avoir recours aux psychologues. Donc c'est surtout des aspects comme ça et avoir un style de vie assez sain. Lorsqu'on a un cas de burn-out, la prise en charge, c'est le repos. C'est le repos qu'on recommande. En dehors du repos, il y a la prise en charge psychologique qui se fait avec le psychologue ou le psychiatre. Il s'agit généralement de thérapie individuelle qu'on appelle thérapie cognitivo-comportementale. Donc, à l'issue donc, de cette thérapie, on peut permettre donc aux travailleurs de reprendre ses activités. Ça peut être une reprise du travail à temps partiel. Donc ça va empêcher les récidives et les rechutes.
On peut proposer également des aménagements de postes de travail et puis surtout mettre en œuvre les recommandations du psychologue ou du psychiatre. Le monde du travail au Burkina Faso devient de plus en plus fou. Souffrir du burn-out, une grande épreuve. Si Liliane et Joseph Toé se sont tirés d'affaire, de nombreux travailleurs, par méconnaissance ou par peur d'être traités de fous ou de perdre leur emploi, se consument et s'explosent à l'image de la fusée qui perd son carburant en plein vol.